Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue à la Médiathèque protestante du Stift qui vous propose un programme que je viens de vous rappeler autour de son exposition sur la guerre des paysans. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Mathieu Arnold, qui est un fidèle des conférenciers de la médiathèque et on le remercie. Mathieu Arnold est professeur d'histoire du christianisme moderne et contemporain à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Il est au départ spécialiste de Martin Luther, auquel il a consacré sa thèse. Il a écrit de nombreux articles sur les débuts du protestantisme en Allemagne et en Alsace, bien sûr. Il participe notamment à l'édition de la correspondance de Martin Bucer. Il a aussi, donc, comme le titre de sa fonction l'indique, une dimension d'historien contemporain. Il a publié en début d'année la biographie de référence d'Albert Schweitzer qu'il était venu présenter au mois de mars. Il a aussi travaillé sur d'autres figures de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, je pense notamment à Oscar Kuhlmann. Et il a aussi écrit plusieurs choses sur la guerre des paysans, notamment dans la revue Position luthérienne, dont quelques numéros vous seront proposés à la vente à la fin de la séance. Mais il a aussi contribué au numéro de Saison d'Alsace consacré à la guerre des paysans pour l'article qui concerne le sujet qui va nous occuper ce soir, donc la dimension religieuse et théologique de cet épisode majeur du début des années 1520 dans le Saint-Empire romain germanique. Et je lui laisse tout de suite la parole. Bonne conférence. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien, mesdames, messieurs? Très bien. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous. Merci beaucoup à la médiathèque protestante de m'avoir convié à donner cette conférence. Je dirais que cette conférence, c'est rendre à la médiathèque ce qu'elle m'a donné. Je m'explique dans une première partie. Je vais fonder mon propos sur deux recueils que grâce à Thomas Guillemin, notamment, eh bien, j'ai pu découvrir, à Jérémy Colère, j'ai pu découvrir à la médiathèque. Et dans une seconde partie de mon propos, j'essaie de vous montrer en quoi le contenu de ces recueils répond à la question est-ce que la guerre des paysans a été un tournant religieux? Donc ici, vous voyez simplement le fond ancien de la médiathèque qui abrite les trésors du chapitre de saint Thomas et dans lequel se trouvent les deux recueils dont je vais vous parler. Alors le premier recueil a pour cote 16287. Alors le titre long c'est VR, Varia ad Reformationem 16287, mais on m'a dit qu'il ne faut plus dire VR, simplement 16287. C'est un recueil dans le composite, dans lequel on trouve plusieurs écrits de Martin Luther, à commencer, vous le voyez, par son exhortation à la paix d'avril 1525 dans une édition Ermanum zum Friede, dans une édition wittembergeoise. On trouve également, et ça c'est beaucoup plus rare, beaucoup moins diffusé, l'édition d'un accord passé le 22 avril 1525 en Souabe par les princes avec deux troupes des paysans du lac de Constance et de l'Algoï, accord qui a été préfacé et muni d'une conclusion par Luther. Luther a publié cet écrit à la même époque que son exhortation à la paix, mais à la différence de l'exhortation, cet accord, malheureusement, la guerre était diffusée. On trouve aussi parmi les écrits proposés dans ce recueil composite un écrit qui s'intitule « Missive sur le dur livret contre les paysans ». En juillet 1525, Luther doit se justifier d'avoir écrit trop rudement contre les paysans et donc il publie un écrit qui s'appelle « Missive sur le dur livret contre les paysans ». On n'a pas seulement des écrits de Luther dans ce recueil composite, mais nous avons aussi un écrit de son collègue Philippe Mélenchon, qui s'intitule « Un écrit contre les articles de la paysannerie ». Et puis tous ceux qui, parmi vous, lisent le grec auront reconnu les propos de Nestor au chant 9 de l'Iliade. « Il n'a ni foyer, ni famille, ni loi, ni foyer, celui qui désire ardemment la guerre civile, la guerre qui glace les cœurs. » Autrement dit, par cette citation même, Philippe Mélenchon condamne la guerre et condamne donc le soulèvement des paysans. Nous y reviendrons. Alors il y a aussi dans ce volume composite, mais je n'ai pas pris de photo,
il y a la lettre au sujet de l'esprit séditieux, publiée à l'été de 1524, dans laquelle Luther mettait déjà en garde les princes de Saxe contre les agissements de Thomas Münzer. Il condamnait le fait que Thomas Münzer recourait à la violence pour soutenir ses revendications religieuses. Et puis, dans ce volume 16-287, vous avez encore une dizaine d'autres écrits qui ne sont pas toujours en lien thématique ou chronologique avec la guerre des paysans. Mais on a aussi un écrit qui s'intitule « Est-ce que la condition de soldat permet d'être sauvé ?» dans une édition de 1527. Donc l'auteur de ce recueil composite a rassemblé visiblement des écrits relatifs à la guerre des paysans et des écrits relatifs à la guerre chez Luther en général. Ce qui est très intéressant, si vous prenez les textes que nous avons vus, vous avez à chaque fois la mention de Wittenberg. Et de fait, l'auteur, alors que ce recueil a été conservé à Strasbourg, l'auteur s'est attaché à trouver des éditions généralement originales à Wittenberg, alors qu'il était plus facile de trouver des éditions parues à Strasbourg ou à Nuremberg ici. Donc, quel est ce compilateur? On ne sait pas trop, mais c'est intéressant de noter que c'est sans doute un lecteur érudit qui était soucieux non seulement d'avoir les textes de Luther et de Mélenchon, mais de posséder les premières éditions wittenbergeoises. Quand est-ce que ce recueil a été composé? On trouve sur certaines pages des gribouillages du XVIIe siècle. Ça ne veut pas dire, je pense, que l'ouvrage a été composé à ce moment-là. Et puis on a un problème, c'est que, sauf erreur de ma part, la reliure n'est pas la reliure originale. Donc on est vraiment... on ne sait pas trop qui, en tout cas, a pu composer ce volume. A-t-il été déjà composé au XVIe siècle? L'a-t-il été plus tard? Mais si c'était des historiens érudits comme Édouard Reuss, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure avec les membres de la Société Reuss, ou par exemple Charles Schmitt, il y aurait forcément leur ex-libris dans cet ouvrage, ce qui n'est pas le cas. Et puis nous avons un deuxième recueil qui m'a beaucoup intéressé à la médiathèque protestante. Alors celui-là, c'est le 16-288. Donc ils se suivent en plus. Et ce recueil, il rassemble 16 écrits, la plupart des années 1524-1525. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il comporte lui aussi plusieurs écrits en rapport avec la guerre des paysans. On y trouve notamment l'exhortation à la paix de Luther dont j'ai déjà parlé. On y trouve la missive sur le dur livret des paysans, mais dans une édition, vous le voyez, qu'il y a un autre titre, Réponse à ceux qui disent tant de mal du dur livret écrit contre les paysans. Et c'est le même écrit de juillet 1525 de Luther, dont nous avons parlé tout à l'heure, dans une édition beaucoup plus rare, puisqu'il n'y a qu'à 2 endroits qu'on trouve une édition avec ce titre. Alors, j'ai réussi à identifier tous les imprimeurs, notamment parce que même quand il n'y a pas d'indication d'imprimeur, on peut comparer la page de titre avec les titres qui se trouvent dans des catalogues scientifiques, notamment des écrits de Luther, et on peut se dire, là il n'y a pas de doute, ça correspond à l'édition parue chez Setzer, ici à Haguenau, en 1525. On trouve également, avec des caractères grecs, alors ma définition n'est pas excellente, je vous prie de m'excuser, mais croyez-moi sur parole, les caractères grecs sont de bien meilleure qualité dans cette édition que dans l'autre édition, donc la réponse de Mélenchon aux 12 articles de la paysannerie dans une édition de meilleure facture que l'édition de Wittenberg. Et puis, alors nous trouvons, ça c'est intéressant, je vous donne le titre, l'appendice que Luther a ajouté en mai à son exhortation à la paix, Wider die räubigen und mordischen Rotten der Bauern, etc. Donc contre les bandes pillardes et meurtrières
des paysans, parfois certains titres ajoutent des autres paysans. Ici, cet écrit, il paraît à part. Si nous remontons pour ce qui est des éditions wittembergeoises, nous allons voir que dans l'exhortation à la paix que je vous avais présentée, Ermahnung zum Friede, et le deuxième titre, Auch wieder die räubigen und mordischen Rotten der anderen Bauern. Alors ça c'est intéressant parce que nous avons là le même texte dans deux états. En mai 1525, Luther publie un appendice à son exhortation à la paix, j'y reviendrai, mais rapidement, cet appendice qui déséquilibre déjà l'exhortation qui est adressée tant aux princes qu'aux paysans qui tous deux sont tancés vertement, l'appendice déséquilibre déjà cette exhortation, mais quand il paraît à part et ne s'attaque qu'aux paysans, ça change encore la tonalité de l'écrit, bien entendu. Donc rapidement, eh bien, ce recueil de Luther a paru dans une édition indépendante, alors qu'auparavant c'était un appendice à l'exhortation à la paix. Alors, qui est-ce qui a rassemblé cette fois un certain nombre d'écrits qui ne sont pas tous dans des éditions wittembergeoises, mais qui sont souvent dans des éditions de Strasbourg ou d'Allemagne du Sud. Alors là, on n'a pas besoin de se creuser la cervelle autant que pour le premier livre, parce que d'abord, eh bien, celui qui a rassemblé ces écrits nous a laissé un sommaire de ces écrits, et puis surtout, il nous a livré son identité. Il s'agit de Bat von Fegersheim, qui raconte qu'il a lu tous les écrits de Luther, mais qu'il n'a pas pu percer leur contenu, donnut ich ihre Griff erfahren, etc. Donc quelqu'un qui s'est intéressé aux livres luthériens. On possède de Bat von Fegersheim un sceau de 1537, je l'ai trouvé dans la base Sigilla, dans lequel figure l'écu représenté à la fin de la table des matières. Vous voyez là l'écu, et là vous le voyez dans le sceau en bas dans le sceau. Voilà. Alors Bat von Fegersheim a été un patricien strasbourgeois connu dans les années 1510 à 1540. Il a exercé des fonctions de bailli épiscopal du Kochersberg. Je n'ai pas trouvé mention de lui dans la correspondance des réformateurs strasbourgeois. Rares sont les données qui le concernent, mais il faut relever que grâce à un manuscrit conservé à Dresde, il a ajouté quelques pages se rapportant notamment à la guerre des paysans, à la fameuse chronique de Jacques Twinger de Königshofen. Et cette chronique concerne notamment la guerre des paysans, dont Bat écrit « Ce fut le soulèvement de l'homme du peuple en Alsace, Souabe, Franconie, Sungau et également près de la Saxe, qui fut le plus grand Bundschuh dont on n'ait jamais eu connaissance. » Alors Bat n'a pas de sympathie pour les insurgés alsaciens. Il écrit « Ils se rassemblèrent dans de nombreux lieux, dans des couvents, ravagèrent et détruirent ceux-ci pour casser ce qui avait trait au domaine religieux, commirent de très grandes méchancetés, mais pas aussi préjudiciables que les Franconiens, etc. » Et puis, il décrit aussi les représailles sanglantes, et comme c'est une chronique, il ne parle pas de ses sentiments lorsqu'il dit par exemple que eh bien, les cavaliers allemands et les compagnies de fantassins du duc de Lorraine embrochèrent les paysans, incendièrent totalement le village et l'église dont il n'eut que 20 survivants. Lorsqu'il parle de Chervillers, où le 20 mai, le duc aurait tué 6 000 sur les 20 000 paysans qu'il avait affrontés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans sa chronique, il explique, et là il répond déjà en partie à notre question, en tout cas du point de vue d'un contemporain favorable à la foi traditionnelle, l'insurrection s'est produite suite aux agissements d'un certain nombre de prédicateurs à l'encontre des autorités. Et on comprend que suite à cette insurrection, il
et essayer de s'intéresser de plus près aux écrits des réformateurs et aussi aux écrits de Luther, dont il n'a pas compris, dit-il, toutes les subtilités. Il a aussi rassemblé des écrits de Luther concernant la scène. Il a compris que Luther et les Strasbourgeois à cette époque n'étaient pas d'accord sur la signification de la scène. C'est peut-être aussi ces choses-là qu'il n'a pas forcément comprises. En tout cas, il est intéressant de noter que cet auteur, à la différence du premier compilateur, nous a laissé une série importante, tout à fait cohérente, d'écrits de Luther et de Mélenchon relatifs à la guerre des paysans, dans des éditions non pas wittembergeoises, mais des éditions locales qu'il lui était plus facile de se procurer. Je tenais donc à rendre hommage à la médiathèque protestante qui a attiré mon attention, à Thomas Guimage, à Nicolas, sur ces deux recueils qui sont tout à fait remarquables. Il va de soi que la médiathèque possède des tas d'autres petits livrets relatifs aux écrits de Luther, Mélenchon, etc. sur la guerre des paysans, mais on n'a aucun recueil composite qui contienne un aussi grand nombre d'écrits relatifs à notre sujet que ces deux écrits que je viens de mentionner, recueil composite 16-287 et 16-288. Revenons maintenant que je vous ai montré ces écrits sur la chronologie. L'exhortation à la paix de Luther, comme l'écrit de Philippe Mélenchon, il se fonde sur ce qu'on appelle les 12 articles ou les articles de Memmingen, puisque c'est là qu'ils ont été adoptés le 7 mars 1525 par les représentants de la paysannerie. Et donc, alors ces articles, ils sont très intéressants parce qu'eux aussi répondent à notre question. Les soulèvements paysans, ce n'était pas quelque chose de particulièrement original et nouveau, si ce n'est que leur ampleur était tout à fait considérable, mais ce qui était original, c'est qu'ils se réclamaient spécifiquement de la réforme, à la fois dans le préambule des 12 articles, mais aussi dans la conclusion, qu'ils demandaient que les réformateurs les instruisent par l'écriture, et ils demandaient qu'on leur dise quels étaient les articles qui ne seraient pas conformes à l'écriture. C'est exactement ce que Luther avait fait 4 ans auparavant, quand il comparaissait devant l'empereur à la diète de Worms. Il disait, voilà, je ne peux ni ne veux renier, à moins qu'on me convainque par la raison ou par des raisons évidentes ou par l'écriture. Les paysans, eux aussi, comme Luther, veulent être convaincus sur la base de la Bible. Et la Bible est une autorité qui traverse tous les 12 articles. Les articles sont truffés dans la marge de références bibliques qui étayent les revendications des paysans. Par exemple, lorsqu'ils protestent dans le 3e article contre le servage, voilà ce qu'ils disent. En 3e lieu, la coutume a été jusqu'à présent de nous considérer comme leur propre sujet. Or, le Christ nous a tous sauvés et tous rachetés, comprenez, tous libérés, en versant son précieux sang, que ce soit les bergers comme les personnes du rang le plus élevé. C'est pourquoi l'Écriture établit que nous sommes libres et que nous voulons l'être. Et puis, dans ce qui suit ce 3e article, les paysans insistent sur le fait que ce n'est pas parce qu'ils ont demandé à être libérés du servage qu'ils prônent l'anarchie. Je les cite, « Dieu ne nous apprend pas à être totalement libres et à ne pas avoir d'autorité civile. Nous devons vivre selon des commandements, non par une libre malice charnelle, mais en aimant Dieu, en reconnaissant en toute chose notre Seigneur dans notre prochain et en faisant tout ce que nous aimerions qu'on nous fasse, la règle d'or, comme nous l'a ordonné en dernier lieu le Seigneur lors de la scène. » Vous avez, normalement, Martin Bucer aurait dû être enchanté de lire ces articles puisqu'il avait publié en 1523 un traité qui s'appelait « L'amour du prochain ». Et donc, voilà,
il faut que nous aimions Dieu et que nous reconnaissions notre Seigneur dans notre prochain, etc. Donc, et on pourrait multiplier les exemples, les citations des 12 articles dans lesquels les paysans insistent sur les faits que leurs revendications peuvent être soutenues par des textes de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Et puis, comme je l'ai dit, les paysans insistent sur le fait qu'ils s'engagent à modifier leurs articles si ceux-ci ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Vous le voyez à la fin de notre passage. Luther a reçu ces 12 articles peu avant le 15 avril 1525 et donc il va y répondre par son exhortation à la paix que vous avez ici. La première édition de l'exhortation ne comporte pas l'appendice contre les bandes pillardes et meurtrières des autres paysans. C'est un écrit qui est caractérisé par un réel souci d'équilibre. Luther veut dissuader tant les princes que les paysans de plonger l'Allemagne dans la guerre. Et toutes les parties de son écrit, l'introduction, le corps du texte, la péroraison, ont le souci de viser à la fois les princes et les paysans et de les renvoyer dos à dos en leur disant « Bref, Dieu est hostile à la fois aux tyrans et aux révoltes. » Et dans le corps du texte, Luther s'adresse très longuement aux princes. Il les appelle à se montrer justes et il appelle en revanche les paysans à déposer les armes. Luther n'est donc pas fondamentalement hostile aux revendications des paysans, il est plutôt hostile à la méthode, le fait que ces revendications soient soutenues par les armes, mais il est conscient des injustices des princes. À partir de la dernière semaine d'avril, Luther va sur le terrain. Il se confronte aux insurgés, il essaye de les raisonner et il fait l'expérience, amère pour lui, de l'impuissance de sa parole. Cette parole qui pourtant en 1522 avait ramené le calme à Wittenberg lorsque le désordre régnait, cette parole qui s'était diffusée par des écrits au point qu'en 1524, un livre sur deux présent sur les étals des imprimeurs, c'était un livre de Luther. On se plaît à rêver en tant que théologien si un livre sur deux chez Oberlin, c'était un de nos livres, là ça serait formidable, n'est-ce pas? Mais n'en demandons pas tant. Et donc Luther avait eu l'impression jusqu'en 1524 qu'il pouvait agir par la parole seule. Là, il est confronté à l'impuissance de la parole. Il essuie des injures, mais aussi des jets de pierre. Il parvient à rentrer tout de même sain et sauf à Wittenberg. Et dès le 6 mai, eh bien, il republie ce traité avec, cette fois, vous le voyez, l'appendice, aussi contre les bandes pillardes et meurtrières des autres paysans. Il ne met pas encore tous les paysans dans le même sac, mais il est vrai que cet appendice, il est dirigé uniquement contre les paysans. Il appelle les autorités à la répression et donc, eh bien, le centre de gravité de l'exhortation à la paix est déplacé avec cet appendice. Même s'il n'écarte pas encore la négociation, je cite Luther dans cet appendice, on doit offrir à ces fous de paysans un surplus de prévenance en leur proposant de chercher un accommodement équitable. Ensuite, si cela ne sert à rien, il faudra saisir le glaive. Mais très rapidement, eh bien, l'écrit de Luther paraît, on l'a vu, dans un écrit indépendant, uniquement dirigé contre les paysans. Vous en avez là un témoin avec cette édition wittenbergeoise. Et c'est sous cette forme
qu'il est diffusé en Alsace. Et le problème, c'est que cette publication, qui est connue surtout après le 15 mai, donc après que les paysans de Thuringe ont été brutalement réprimés, va renforcer l'idée que Luther a pris le parti des princes, qu'il a donné le coup de grâce aux paysans, alors que lorsqu'il a rédigé son traité, il lui semblait que les paysans triomphaient en tout lieu. Il y a évidemment, même si les écrits de Luther étaient publiés de manière très très rapide, il y a quand même un écart entre le moment où il les donne aux presses et le moment où ces écrits sont publiés. Et pire encore, cet écrit, sous la forme d'un appendice, il a paru en une bonne vingtaine d'éditions, à Leipzig, à Dresde, à Erfurt, à Wittenberg, à Haguenau, à Strasbourg. Autrement dit, cet écrit a été très largement diffusé et Luther a fait l'objet de vives critiques. Et c'est pourquoi, vers la mi-juin, ses amis l'ont poussé à rédiger un autre écrit, et donc Luther en est venu à rédiger son écrit, cette missive, au sujet du dur livret contre les paysans, qui paraît ici à Haguenau sous un autre titre. Luther aggrave d'une certaine manière son cas, puisque au lieu de s'excuser d'avoir appelé les princes à la répression, il fustige ceux qui appellent à la miséricorde à présent que les paysans ont été vaincus. Et il dit ceci: lorsque les paysans tempêtés, frappés, pillés, brûlés, saccagés, ils n'avaient à la bouche que le slogan « droit, 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 recht, recht, recht ». Mais maintenant qu'ils sont battus, plus personne n'a le droit de parler de justice, il faut parler de miséricorde. Alors Luther insiste quand même en disant que lui-même n'a jamais enseigné qu'on ne témoigne pas de miséricorde à ceux qui se rendent. Et il appelle à la grâce, mais il appelle à la grâce, comme le dit Volker Lépine dans un article justement de la revue Position luthérienne que nous avons consacré à la guerre des paysans, il appelle à la grâce après que les paysans ont été battus. Et puis surtout, alors que les paysans avaient motivé leur requête par la Bible, ce qui est intéressant de noter, c'est que comme les réformateurs condamnent le recours à la violence, même s'ils sont d'accord fondamentalement avec les paysans, ils estiment que leur manière de procéder invalide toutes leurs requêtes. Comme ils recourent à la violence, même si leurs revendications étaient justes, et elles le sont, eh bien, de facto, elles ne le sont plus. Et donc, les réformateurs répondent aux paysans, Luther, mais aussi Mélenchon, que nous avons ici, ils répondent en substance ceci aux paysans. Eh bien, l'évangile dont vous vous réclamez interdit de se soulever et interdit le recours à la violence. Luther va plus loin, il va dire être chrétien, c'est être disposé à souffrir l'injustice. Donc vous voyez qu'il y a bien une dimension religieuse, à la fois dans les revendications des paysans et dans les réponses qui leur sont adressées, mais ce n'est pas la même manière de comprendre l'Évangile. Je cite Luther dans son exhortation à la paix, l'écrit le plus fraternel. « Chers amis, ne pouvez-vous pas concevoir que si votre entreprise devait avoir le droit pour elle, chacun deviendrait juge de l'autre, et dans le monde, il ne subsisterait ni pouvoir, ni ordre, ni droit, mais seulement le meurtre et l'effusion de sang. Luther est pour la justice, mais il estime que les paysans doivent s'en remettre à Dieu seul, à qui appartient la vengeance. Deutéronome 32, 45. Et il va jusqu'à dire que le droit chrétien, c'est-à-dire ceux qui veulent authentiquement vivre en chrétien à la suite des propos du Sermon sur la montagne, le droit chrétien, c'est paradoxalement être prêt à endurer
l'injustice. Voilà les propos de Luther. Je le cite encore. Par les paroles de Matthieu 5, 44, un enfant saisit fort bien ce que le droit chrétien consiste à ne pas résister à l'injustice, à ne pas tirer l'épée, à ne pas se venger. Il nous suffit d'avoir notre Seigneur qui, lui, ne nous abandonnera pas, comme il l'a promis. Souffrance, 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 croix, croix, voilà le droit des chrétiens et pas autre chose. Alors, il me faut ajouter cependant que dans son écrit sur l'autorité temporelle, Luther avait quand même dit ceci: dans un monde idéal, vous n'avez pas à vous faire justice vous-même, mais il se trouvera toujours un frère ou une sœur qui protestera pour vous, qui criera à l'injustice. Mais jamais vous ne devez vous faire justice vous-même. Et puis, il faut protester avec la voix pour son prochain. Il ne faut pas, en effet, prendre les armes. Luther, donc, se fonde sur l'attitude de Jésus. Il insiste sur le fait que les vrais chrétiens renoncent à la violence. Ils ne combattent pas pour eux-mêmes avec des épées ou des arquebuses, mais avec la croix et la souffrance. Alors, Mélenchon, qui s'était tué pendant la guerre des paysans, dans sa réponse tardive aux 12 articles, développe des idées analogues. Les paysans se réclament de l'Évangile, mais l'Évangile exige que l'on souffre l'injustice, que l'on obéisse aux autorités civiles, et il interdit la révolte. Et même si Mélenchon prend soin de discuter plus longuement que Luther chacun des 12 articles des paysans, lui aussi invoque la théologie de la souffrance et de la croix lorsque les paysans se plaignent d'être écorchés et étriés. Et puis, comme il se fonde sur l'Ancien Testament pour refuser de payer la dîme, il voulait notamment ne pas payer la dîme sur le petit bétail, ce qui était une nouveauté, eh bien Mélenchon leur oppose la loi nouvelle du Nouveau Testament. Il leur dit: refuser de donner la dîme est contraire à l'amour du prochain. Le prochain étant celui qui vous prélève la dîme. Vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même interprétation de l'écriture du côté des paysans et du côté de Luther. Alors, les propos de Luther dans ses écrits paraissent à juste titre très brutaux. Mais j'aimerais vous citer l'appel que Thomas Münzer avait lancé aux insurgés. Sus, n'ayez point de miséricorde, même si Ésaü vous suggère des paroles de bonté, Genèse 33, 4. Ils vous supplieront gentiment, vos adversaires pleurnicheront, vous imploreront comme des enfants, ne vous laissez pas aller à la miséricorde. Sus à l'ennemi tant que le fer est chaud, ne laissez pas refroidir le glaive, ne le laissez pas faiblir, il n'est pas possible, tant qu'ils seront en vie, que vous vous libériez de la crainte des hommes, tant qu'ils régneront sur vous, on ne pourra pas vous parler de la crainte de Dieu. Alors, il est vrai que Luther avait parlé de la miséricorde après la victoire des princes seulement, mais quand on lit ces propos de Münzer, on peut se demander s'il y avait seulement une place pour la miséricorde dans sa théologie, lui qui se disait serviteur de Dieu contre les impies. Et une des raisons qui explique, je ne dis pas qui justifie, le ton extrêmement violent des écrits de Luther, c'est aussi qu'il estimait que Münzer était le chef tout-puissant des paysans, et depuis 1524, Luther avait quasiment diabolisé Münzer. Alors la réciproque était vraie aussi. Münzer n'était pas du tout avare en épithètes injurieuses lorsqu'il s'agissait de parler des Wittenbergeois. Qu'en est-il des Strasbourgeois? On est quand même à Strasbourg, vous avez peut-être été surpris que je n'ai pas encore parlé des Strasbourgeois, mais il n'y a pas d'écrit des réformateurs strasbourgeois durant
cette période, on a l'impression que Bucer, Capiton, Zell ont été sidérés par les événements au point de ne pas pouvoir prendre la plume, si ce n'est dans une lettre du 18 avril, publiée dans la correspondance de Martin Bucer. Bucer, Zell et Capiton écrivent à Erasme Gerbert et à la troupe de paysans rassemblés à Altorf, et comme Luther, ils demandent aux insurgés de déposer les armes et de rechercher la paix par la négociation. Je cite, « Mes chers frères, nous savons que nombreux sont ceux qui placent leurs espoirs non pas en Dieu, mais en leur nombre. Or, Dieu veut qu'on lui accorde la gloire à lui seul. Et il défend à nous autres croyants de nous confier dans nos forces. » Jérémie 2. C'est pourquoi, chers frères, prenez en considération notre commandement. Nous sommes des chrétiens. Nous devons rechercher la paix. Nous devons aspirer à la gloire de Dieu seul et non pas à la nôtre. Que la grâce de Dieu soit avec vous, qu'elle veuille vous éclairer, de sorte que vous usiez des moyens de la paix au service du bon ordre chrétien. Il faudra ensuite attendre avril 1526, un an plus tard, pour que Capiton et Zell publient une apologie au nom des prédicateurs de Strasbourg pour se défendre de l'accusation d'avoir influencé plusieurs habitants de Weiersheim qui avaient affirmé, mais sous la torture, avoir consulté les prédicateurs pour leurs entreprises révolutionnaires. Alors, vous le voyez, il y a bien une dimension religieuse dans les revendications des paysans, et j'aurais dû vous parler, bien sûr, de la première revendication, qui est celle, conforme à l'écrit de Luther, de pouvoir choisir eux-mêmes leur pasteur, comme l'avait dit Luther, qu'une assemblée peut élire son pasteur, et sous-entendu déposer le vieux curé qui est encore fidèle à la foi traditionnelle. C'est tout ça que Luther cherchait, bien sûr. Ils demandent à pouvoir choisir leur pasteur. Ils étayent toutes leurs revendications par l'écriture. Sur le fond, les réformateurs sont d'accord avec eux, mais ils n'approuvent pas la méthode. On peut dire qu'on a là, au XVIe siècle, un conflit entre deux partis, c'est un peu une constante dans l'histoire de l'Église. Est-ce qu'il faut prôner la théologie de la libération et recourir soi-même à la violence pour vaincre les injustices, ou est-ce que, comme le dit Luther, il faut s'en remettre à Dieu, quitte à faire perdurer un ordre social injuste? En tout cas, la guerre des paysans a bien constitué un tournant religieux. Elle a aussi constitué un tournant pour la perception de Luther, puisque ses écrits ont gravement entaché sa réputation auprès des paysans et dans les campagnes. Cela n'a pas empêché la réforme de continuer à se diffuser, mais elle a été soutenue principalement par les villes et par les princes. Je crois donc que tant la question que se pose la médiathèque protestante dans cette série de conférences que la question qu'on se pose aujourd'hui, oui, il y a bien un phénomène religieux à côté des raisons économiques, sociales, etc. Mais le phénomène... Et puis, l'imprimerie aussi qui diffuse ces 12 articles, tout ceci explique pourquoi le soulèvement de 1525 est inédit. Je vous remercie. Merci beaucoup à Mathieu Arden pour cette brillante présentation et en synthèse. L'essentiel des documents que Mathieu a évoqués dans sa présentation sont donc présents dans les vitrines de l'exposition de la médiathèque. Vous pouvez donc découvrir le volume 16 de 187, le volume 16 de 188, mais aussi la lettre des réformateurs adressée à Erasme Gerbert. Et comme vous l'avez remarqué, il y a ce soir deux micros. Il n'y a pas seulement le micro de la médiathèque, mais il y a aussi le micro de RCF Atlas. Je remercie grandement F. Jérôme Juste, que j'ai représente ce soir, et d'avoir assuré la captation de cette conférence que vous pourrez réécouter sur le site de RCF Atlas, puisque nous mettons en place un partenariat pour enregistrer un certain nombre de conférences de la médiathèque en partenariat avec RCF. Donc merci beaucoup. Et donc, comme je vous l'avais annoncé, il y a un temps de questions qui va s'arrêter un petit peu après 19h. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, je vais m'occuper de faire circuler le micro. Oui.
n'avait pas décrit. Pourtant, en bas, dans l'exposition, il y a bien un habitant de la Robertsau à Maraîcher qui semble être dans être chef du banc. Oui, alors je précise, il n'y a pas d'écrit des grands réformateurs strasbourgeois dont on aurait pu s'attendre qu'ils prennent position sur cette question. Vous faites sans doute allusion à un écrit de Clément Ziegler. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Là, je parle vraiment des livres. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi avec l'imprimerie, c'est que ça démocratise la prise de parole. C'est un peu comme l'équivalent d'Internet aujourd'hui. Tout un chacun, désormais, peut publier assez facilement un petit livret en langue allemande. Et donc, il y a une floraison d'écrits. Mais là, je parlais des prises de position des grands réformateurs, ceux qui, à Strasbourg, sont maintenant à la tête des transformations religieuses, de même que Luther et Mélenchon le sont à Wittenberg. Et pour compléter, les textes de Ziegler datent de 1524, donc ils sont antérieurs en fait au déclenchement de la guerre des paysans. C'est ça la petite subtilité. D'autres questions? Donc mon but, c'était vraiment de vous montrer que l'histoire se fait à partir de documents. Et ce qui est remarquable, c'est que grâce à ces deux compilateurs de recueils, parce que vous comprenez que des petits fascicules non reliés, c'était très bien parce que c'était pas cher, mais ça ne résiste pas au temps. Et c'est très bien que dès le XVIe siècle, il y ait des gens qui ont eu l'idée de les rassembler et de les relier. Et c'est comme ça que même s'ils ont été souvent largement diffusés, ils ont pu passer à la postérité. Oui. J'aimerais bien savoir si, avec l'action de Luther, il y a eu des paysans qui sont partis de la foi protestante, ou si par contre ils ont été fidèles à la foi imposée par le comte ou par l'autorité. Donc est-ce qu'il y a une sorte de clivage entre une sorte de déception par rapport au rôle de Luther qui les a quand même laissé tomber, et alors finalement le poids de l'autorité qui a imposé la loi de Luther, ou la foi de Luther aux paysans. Est-ce qu'on a des dates, finalement également des chiffrages, parce que il m'importe de souligner, ça c'est important, là, vous avez parlé de laisser tomber, oui. C'est vrai et pas vrai, il y a une grande cohérence dans les propos de Luther. J'ai un collègue qui a commenté le commentaire du Magnificat de Luther en allemand. On voit bien que quand Luther parle du fait qu'il élève les humbles et abaisse les orgueilleux, c'est pas du tout une interprétation sociale. Et il y a d'autres textes. Tout paysan, mais c'est facile à dire maintenant, qui avait lu le traité de Luther sur l'autorité temporelle en 1523, savait qu'il ne pouvait pas s'attendre à l'approbation de Luther pour le soulèvement. Je crois qu'il y a une cohérence dans la pensée du réformateur. Je veux dire par là qu'il ne s'est pas rallié par opportunisme au prince. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette cohérence, je la vois aussi dans le fait que vous avez d'autres témoignages. En 1542, il doit régler un conflit imminent entre deux princes. Pas des princes et des paysans, deux princes. Il dit exactement la même chose qu'aux paysans. Les agresseurs parmi vous périront corps et âme. Je vous le déclare. Ils périront corps et âme. Dans les années 30, il y a la guerre privée qui est menée par un bourgeois de Lâchepré. C'est pareil. Il dit la même chose. Tu ne te venges pas toi-même. Donc il y a vraiment une grande cohérence chez Luther. On peut regretter qu'il n'ait pas soutenu les paysans, mais il ne s'est pas renié lui-même. Ça c'est clair. Lui, il y a eu une déception chez les paysans. On le voit aussi dans un certain nombre d'endroits, dans des campagnes en Suisse, par exemple, où des territoires gagnés d'abord à la Réformation vont revenir à la foi traditionnelle, sans doute plus rapidement que dans les villes. Il faut aussi dire que du côté des partisans de la foi traditionnelle, très rapidement, il y a aussi eu des écrits polémiques et on dit, voilà le fruit de la réforme. Vous êtes les responsables de cette anarchie, donc ils ne soutenaient pas davantage les paysans, mais ils disaient, c'est vous les réformateurs qui avez entraîné cela. Mais évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de témoignages de l'homme du commun, comme on l'appelle. Mais c'est clair qu'il y a eu une déception générale, tout à fait. Oui.
aussi la cohérence, mais Luther était d'accord avec les 12 articles, il reconnaissait qu'ils étaient fondés, et en même temps, est-ce qu'il a exhorté les princes aussi à plus de justice envers les paysans, parce que moi je ne vois pas trop de cohérence dans le fait de dire oui, vous avez raison, et vous aviez juste à souffrir, quoi. Non, vous avez raison, mais pas pour la méthode. Je redis, dans un monde où il n'y aurait que des chrétiens, les princes eux-mêmes céderaient. De même que pour Luther, quand des parents refusent à leurs enfants le conjoint qu'ils veulent, en tant que chrétiens, ils devraient céder. Mais si finalement les uns et les autres veulent appliquer la loi, là la force demeure à l'autorité. Mais non, il faudrait que les uns et les autres puissent faire un pas, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on n'a pas assez pris compte le fait qu'il avait édité ce traité entre les paysans du lac de Constance et les autorités civiles. Il y avait eu un accord qui avait été fait. Pour Luther, c'était le modèle de quelque chose qui pouvait se produire. Mais je le répète, c'était la question de la méthode. Et ça, il l'avait dit déjà en 1524 contre Münzer, on ne peut pas soutenir des revendications par la violence. Et là, je redis, c'est un clivage qui traverse toute l'histoire du christianisme entre deux manières de penser, jusqu'au XXe siècle et au-delà. Excusez-moi, merci. On sait comment c'est perçu par la principauté les écrits de Luther. Je ne comprends pas votre question. Pardon. On sait comment perçoit la principauté des écrits que Luther a fait. Comment est-ce que les princes ont perçu les écrits de Luther? Alors, en Tout à fait, les princes n'ont pas attendu la permission de Luther pour réprimer. Et ce qui se passait généralement, c'est que quand on réprimait les soulèvements, curieusement là, les partisans de la foi traditionnelle et les protestants, enfin les princes évangéliques, ils s'entendaient. Ils ont fait la même chose une décennie plus tard lorsqu'il s'est agi de réprimer le soulèvement anabaptiste de Münster en Westphalie. Là aussi, Philippe de Hesse s'est allié avec un évêque de la foi traditionnelle. Donc, je dirais qu'il ne faudrait pas majorer. Les princes n'ont pas attendu l'autorisation de Luther pour frapper. D'ailleurs, ils ont frappé avant que son écrit soit connu. Donc ça veut aussi dire qu'il faut être humble en tant que théologien. Il ne faut pas croire qu'on va influencer le politique comme cela. Voilà. D'une certaine manière, c'est pas plus mal, mais là, les princes, ils ont réprimé. Voilà. Alors, il est vrai aussi que Thomas Münzer, vous le savez, en Thuringe, les princes avaient demandé qu'on livre Thomas Münzer. Et Thomas Münzer, il a fait le jusqu'au-boutiste. Et donc, il a poussé aussi les paysans à aller jusqu'au bout. Voilà. Vous avez souligné la cohérence de la pensée de Luther. Est-ce qu'on a des échos de cette guerre des paysans et des prises de position de Luther des années ou des décennies plus tard? Est-ce que sa pensée, malgré tout, s'est enrichie, entre guillemets, des événements et de la manière dont tout cela s'est déroulé? Ce qui change, c'est déjà dans le ton. On voit clairement que contre les bandes pillardes et meurtrières des paysans, Luther a l'impression que la fin du monde est proche, que Satan se déchaîne, que l'Allemagne est dans le chaos. Et donc, c'est vrai qu'il est dans un langage particulièrement excessif. Lorsque la pression va retomber, il sera le premier, je l'ai dit, à demander la miséricorde. Il va jusqu'à écrire à l'archevêque Albert de Brandebourg, « Dieu a tôt fait de susciter une nouvelle révolte envers ceux qui ne font pas preuve de miséricorde. » Et donc, dans des cas individuels, on a de très nombreuses lettres de recommandations, de suppliques de Luther pour tel et tel paysan emprisonné, pour sa veuve, etc. Donc, il faut bien distinguer l'écrit qu'il rédige, je dirais, dans le feu de l'action, et puis, quand après la pression retombe, et où là, eh bien, ses propos
il reste sur le fond en disant la révolte n'est pas voulue par Dieu, mais évidemment, dans la forme, il n'est pas aussi, il est de loin pas aussi excessif que dans ses écrits de mai 1525, voire de juillet, où il justifie encore l'écrit de mai. Il y a peut-être aussi une différence entre Strasbourg et l'Allemagne, dans le sens que l'Allemagne, à ce moment-là, il y a déjà plus de princes en place, il y a déjà une plus grande séparation entre les deux pouvoirs, alors que Strasbourg, quand même, ça se passe beaucoup dans les terres de l'évêque. Et donc, je pense qu'il est peut-être bon aux réformateurs de se taire, puisque les princes futurs doivent les aider à passer la réforme. Alors, les Strasbourgeois se sont débarrassés de l'évêque depuis un certain temps, il se trouve à Saverne. Les réformateurs strasbourgeois sont soutenus justement par les autorités civiles contre l'évêque, et puis Strasbourg, ben, ça se trouve dans le Saint-Empire romain germanique. Vous ne pouvez pas l'opposer à l'Allemagne, n'est-ce pas? Strasbourg, c'est une ville libre d'empire. Non, mais alors c'est vrai que c'est une ville, on est d'accord, c'est une ville libre, ce n'est pas une principauté. Tout à fait d'accord. Et ce sont surtout les grands princes qui ont sévi. Tout à fait. Merci. Juste pour savoir si Luther n'a pas un peu regretté par après des événements, finalement tout est parti sans sa volonté, die Freiheit des Christenmenschen, il n'a pas essayé de relativiser ce message-là qui a quand même grandement contribué aux révoltes. Non, oui, alors, très bonne question, mais non, parce que justement, il s'est même fondé, quand vous lisez l'écrit sur la liberté du chrétien, oui. Noir sur blanc, Luther dit « La liberté du chrétien est une liberté intérieure ». C'est la liberté, c'est pas les revendications de liberté des paysans. Je vous assure, je connais bien cet écrit, je le commande chaque année devant mes étudiants. Donc, non, c'est une liberté purement intérieure, c'est la liberté de ne plus avoir à accomplir d'œuvres pour avoir mon salut. C'est une liberté intérieure en vertu de laquelle je peux même et je dois m'engager dans des servitudes consenties, par amour pour le prochain. Et donc la liberté du chrétien pouvait difficilement soutenir les revendications des paysans quant à la liberté par rapport au servage, parce que Luther dit même dans la liberté du chrétien, ben, grâce à la foi, je suis libre quelle que soit ma condition sociale. On est un peu comme dans le message paulinien, il ne va pas forcément entraîner, n'est-ce pas, des changements sociaux. Donc la liberté du chrétien, on pouvait difficilement la comprendre, sauf vraiment à ce que ce soit un malentendu. Il y a des malentendus, mais si malentendu il y avait, c'est pas parce que Luther n'avait pas été assez clair dans cet écrit. Peut-être plutôt, comme ça vous serez contente aussi, je vais concéder quelque chose, peut-être plutôt dans l'appel à la noblesse de la nation allemande, où là, oui, Luther peut parler aussi des libertés par rapport à Rome. Mais la liberté du chrétien, non, c'est vraiment, ça reste entre Dieu et l'être humain. Ça ne, comment dirais-je, ça ne peut pas justifier le moindre appel à la liberté comme l'entendaient les paysans. Est-ce qu'il y a eu une approche différente de la part des réformateurs suisses, notamment de Zwingli, compte tenu du contexte politique qui se développait en Suisse? Alors, j'ai peu étudié de Zwingli, mais ça, autant que Zwingli, c'est vrai qu'il avait une fibre sans doute encore plus sociale, mais je n'ai pas non plus trouvé chez Zwingli d'écrits voilà, qui prennent le parti des paysans, pas plus que chez Paul Lampade. Vous voyez, c'était quand même des réformateurs qui avaient, comment dirais-je, qui avaient bénéficié du soutien des autorités civiles, les villes, pour introduire. Et puis, vous savez que dans le cas de Zwingli, ben, justement, tous ceux qui s'opposent à Zwingli, les ancêtres des anabaptistes, eux, ils vont un peu rejoindre les paysans révoltés à la campagne. Après l'écrasement de la révolte, certains vont carrément se retirer dans un anabaptisme entièrement pacifique, d'autres vont plutôt se radicaliser, mais c'est pas, on ne peut pas dire que Zwingli et eux, ce soit la même chose.
Merci. Pour en revenir à la compréhension de la notion de liberté, est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle joué par les prédicateurs laïcs dans cette mauvaise interprétation ou interprétation erronée de la parole de Luther? Alors, moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise interprétation. On a même, enfin, mais disons que ce n'est pas une interprétation qui est conforme à ce qu'il voulait dire, quoi, très, très clairement. Mais alors, je n'ai pas étudié, très franchement, je n'ai pas fait de micro-histoire pour savoir ce qu'un Christophe Chapler avait pu prêcher ou d'autres choses. Il faudrait regarder davantage sur le terrain. Il est clair que sans doute que d'autres avaient une conception un peu différente de la liberté. La liberté, c'est un mot qui était largement dans l'air du temps, n'est-ce pas? Les villes demandaient que leur liberté soit reconnue, etc. Mais je dis simplement que pour Luther, c'est clair que c'était quelque chose qui restait très, 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 très intérieur. Je crois qu'on va répondre à une ou deux questions. Vu l'heure, ce sera la dernière question, et en plus elle est portée par un chiffre, donc c'est parfait. Oui, monsieur, concernant la violence, il me semble que Zwingli est mort les armes à la main en 1531, et que Luther a condamné aussi cet acte, enfin, s'est opposé à Zwingli en disant que celui qui vivait par l'épée allait mourir par l'épée. Oui, alors c'était un autre cas de figure, c'est-à-dire que Zwingli, en effet, avait accompagné en tant qu'aumônier, mais armé, en effet, vous savez, c'était les cantons suisses favorables à la réforme qui se sont battus contre les autres, mais c'est vrai que Zwingli, alors, on peut à la fois faire de Zwingli le héros AUT de la paix, parce qu'il a des écrits tout à fait superbes où il condamne le mercenariat, qui était une grande source de revenus pour les Suisses, et dans ce domaine, il est très érasmien. Et d'un autre côté, en effet, Zwingli était très féru de stratégie militaire. Il avait, on peut aussi faire de lui le héros de la guerre. Il n'y a pas que Luther qui a... Martin Bucer, le premier, alors qu'il était allié à ce moment-là aux Zurichois, a dit la même chose que Luther, quoi. Il a regretté que Zwingli soit mort, mais voilà, c'était le fruit de son engagement. Et que Bucer n'a pas compris et n'a pas soutenu. Tout à fait. Bien, eh bien, nous aurons conclu avec Martin Bucer cette présentation sur la guerre des paysans. Merci encore à Mathieu Arnold pour sa présentation.